Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à la conférence de presse de la députée Martine Vonner à Strasbourg où elle nous parlera de son site Ensemble pour les libertés. Je vous y emmène. Merci beaucoup. Voilà, ça va se passer ici. Voilà, ça va être ici. Voilà, la conférence, ça va se passer là. Marie, Et voilà, dans quelques instants, c'est ici que va se passer la conférence de presse de Martine Vonner. Avant la conférence de presse, la députée Martine Vonner est partie à la rencontre des personnes qui s'étaient déplacées pour venir la voir. Là, on est avec Martine Vonner qui est partie à la rencontre des personnes. Elle est juste là, voilà. tu vas bien Martine? Très bien. Bonjour les gars. Je me suis dit vous allez le lâcher dans la salle. Non mais on se Bon alors on va vous mettre en écran et puis comme ça vous pourrez suivre et puis après on passe du temps ensemble. Voilà, comme la salle est limitée. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'il y a une raison. Enchantée, Jean-Marie. Ouais. Non, mais. Salut. Tu vas bien? Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est vrai. Super. Alors, et vous, Sochaux aussi? Suisse. Suisse. Médiateur suisse. Waouh. On y va? Allez-y. Mais c'est un Disney, c'est un Disney. Oui, mais celle-ci, c'est un Disney. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue, mesdames et messieurs, chers concitoyens, mesdames et messieurs de la presse classique, mesdames et messieurs des médias libres, ceux qui sont ici dans la pièce et tous ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux. En introduction, j'aimerais rappeler que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt avec une quelconque industrie pharmaceutique ou une quelconque société, quelle qu'elle soit. J'aimerais aussi rappeler, pour tous les médias qui sont là, que je ne suis pas anti-vax, que je ne l'ai jamais été et que je ne le serai jamais. J'aimerais remercier en introduction tous les bénévoles qui ont permis que cette conférence de presse puisse avoir lieu aujourd'hui et tout particulièrement mon équipe rapprochée qui a travaillé toute la nuit pour que tout cela fonctionne parfaitement. Ce moment est un moment solennel. Je lance Ensemble pour les libertés, qui est une force de rassemblement.
Mais ce moment n'est pas tant solennel pour cela. Ce moment est incroyable, surréaliste, parce que nous sommes à la veille du 15 septembre. Demain, des soignants, quels qu'ils soient, des pompiers, n'auront plus le droit d'exercer leur métier de cœur, leur métier de passion. Tout cela ne leur sera plus autorisé. Mesdames et messieurs, dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays des hommes et des femmes qui doivent pouvoir garder ce droit inaliénable de faire ce dont ils ont envie de leur corps et donc de refuser, comme ceux qui ont décidé d'aller se faire vacciner ou injecter, doivent être libres de le faire, ces hommes et ces femmes n'ont, eux, pas le droit de dire non. Ou en tout cas, j'ai eu un chiffre ce matin, 300 000 soignants seraient concernés, et ces soignants, parce qu'ils veulent rester libres, ces soignants, demain, seront suspendus, n'auront plus de salaire, donc ces personnes ne pourront plus mettre quelque chose dans leurs assiettes et encore moins dans l'assiette de leurs enfants. Ceci est un véritable scandale et je le dénonce très ouvertement. J'aimerais qu'on fasse un hommage à tous ces soignants parce que l'année dernière, en 2020, ils ont été au front sans protection, on s'en souvient tous. Et ici, d'ailleurs, on a encore quelques résidus de stock de tout le matériel qu'on a réussi à fournir, notamment aux infirmiers et aux infirmières en libéral, parce que nous sommes ici dans le Grand Est, c'était la première région qui a été concernée par le Covid. Et tous ces soignants qui sont montés au front sans rien, vous vous souvenez comme on les a applaudis? Vous vous souvenez comme les citoyens se donnaient des rendez-vous tous les soirs pour les applaudir? Mais aujourd'hui, il va falloir être présent à côté d'eux pour continuer à les soutenir, mais pour continuer à soutenir cette liberté contre l'extorsion vaccinale. Alors, ensemble pour les libertés. Pourquoi cette force de rassemblement? C'est ni un mouvement, ni un parti politique, je pense qu'il y aura des questions dessus. C'est une force de rassemblement citoyenne. Parce que depuis de très longs mois, les citoyens qui se mobilisent, toujours plus nombreux, partout en France, le demandent, l'attendent. Ces citoyens sont dans le rejet des partis politiques actuels, convenus, qui ont pris trop souvent l'habitude de faire de la politique politicienne sans se souvenir qu'ils doivent être là pour apporter des idées et pour faire vivre des idées des citoyens. Et ce rassemblement défend une vision particulière et des valeurs qui sont des valeurs de bienveillance et de respect pour tous les citoyens, quelle que soit leur décision. Loin de la politique politicienne, ces hommes et ces femmes qui vont rejoindre Ensemble pour les libertés s'engagent à faire vivre une véritable démocratie citoyenne et à défendre dignement toutes les libertés. J'aimerais qu'on fasse ensemble un petit parcours récapitulatif depuis mars 2020, parce que cette dérive liberticide totalement surréaliste
qui a entraîné toute cette perte de confiance de tous les citoyens jusqu'à ces mouvements de rue, il faut qu'on s'y arrête et qu'on tente de comprendre pourquoi tant de personnes aujourd'hui se lèvent et manifestent sans aucun débordement, simplement de façon solidaire, de façon digne, et pour revendiquer quoi? Simplement le respect des droits fondamentaux. Et oui, aujourd'hui, il s'élève contre le pass. Le pass qui est un outil de stigmatisation, qui est un outil de division, qui est un outil pensé dans plusieurs pays d'Europe, mais qui est extrêmement, en tout cas c'est peut-être en France qui a la mise en œuvre la plus poussée, et se passe aujourd'hui comme l'injection divise les Français, divise jusque dans les familles, et j'y reviendrai. Certes, cette privation de liberté n'a pas commencé en mars 2020, puisqu'il y avait déjà, depuis 2015 en France, un état d'urgence sécuritaire. Mais véritablement, tout s'est accéléré depuis mars 2020. Je pense qu'il est important, même si vous les avez un peu en tête, de reprendre et de citer les textes de droit qui aujourd'hui sont totalement bafoués dans notre pays au nom d'une lutte, au nom d'une guerre contre un virus. Mais au fond, est-ce que le président des Français n'est pas en guerre contre son peuple? Je vous pose la question. Tout d'abord, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le préambule de la Constitution d'octobre 1946, article 1. Tout être humain, sans distinction de race, religion et croyance, possède des droits inaliénables. La CEDH ratifiée par la Convention des droits de l'homme, ratifiée par la France le 4 novembre 1950, précise, elle aussi, dans son article 1, le respect des droits de l'homme. Dans son article 5, les droits à la liberté. Dans son article 9, la liberté de pensée et de conscience. Et dans son article 10, la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, avons-nous encore cette totale liberté d'expression dans notre pays? La Constitution de 1958, qui pose la souveraineté du peuple dans son article 2, et précise que notre pays doit être gouverné par le peuple, pour le peuple. Le Code civil, dans son article 16, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain. Le Code pénal, qui rappelle, lui, dans son article 225-1, le principe de non-discrimination. Et j'aimerais prendre quelques instants pour vous relire un texte que j'ai lu il y a 30 ans, en 1991, et que j'étais fière de lire quand je suis devenue docteur en médecine. Le serment d'Hippocrate. Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et à la probité,
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver et de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables et menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers. Et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à ces promesses, à mes promesses. Que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Pourquoi faudrait-il aujourd'hui, mesdames et messieurs, que je renie ce que j'ai dit fièrement devant mes maîtres, devant mes pères et devant ma famille en 1991. Pourquoi, mesdames et messieurs, la défense légitime, notamment par la parlementaire que je suis, de tous ces droits et libertés les plus fondamentales vaut tant de stigmatisation pour toutes celles et ceux qui les défendent et qui tentent d'instaurer, quoi qu'il leur en coûte, un débat public et démocratique. Et je peux vous dire, et je le regrette, depuis la mise en place de cet état d'urgence sanitaire le 23 mars 2020, ce magnifique hémicycle, qui est la maison du peuple, n'a malheureusement pas pu voir un seul vrai débat démocratique sur cette crise Covid. Et pourquoi faut-il aujourd'hui fermer les yeux sur l'histoire et sur notre passé? L'exécutif, c'est très clair, n'a pas su gérer cette crise depuis le début. On ne va pas lister toutes les actions fébriles et totalement incohérentes de ce gouvernement. Mais cela continue, il nous le démontre quotidiennement. Les libertés publiques n'ont été depuis le début que des variables d'ajustement sans aucune logique sanitaire. C'est une logique politique dont les objectifs restent obscurs. Car quand on veut apporter le bien-être physique, mental et social, qui est, je vous le rappelle, la définition même de la santé pour
l'OMS. Est-ce qu'on s'y prend de cette façon-là? Est-ce que, dès le départ, on dit aux seules personnes dont c'est le métier de soigner, de ne surtout pas agir pour soigner la population, pour soigner les patients? Est-ce que c'est un gouvernement bienveillant qui, plutôt que de mettre tous les financements au niveau de l'hôpital avec un accompagnement des soignants, une valorisation claire de ces soignants, un renforcement en nombre, est-ce que c'est ça qui s'est passé dans notre pays depuis 18 mois maintenant? Non. Absolument tout le contraire. Je le dénonce depuis que cela a commencé et je continuerai à le dénoncer. Mais les citoyens veulent aujourd'hui se retrouver ensemble parce que les citoyens, qui sont chacun individuellement une véritable force, ensemble arriveront à proposer des actions différentes partout, sur tous les territoires, et surtout à se sentir moins isolés. Et je vais faire encore référence à toutes celles et ceux qui demain vont plonger dans une forme de pauvreté. C'est absolument terrible, c'est du jamais vu, j'y insiste, parce que l'histoire s'en souviendra. J'aime pas parler de moi, et Ensemble pour les libertés, c'est vrai que c'est Martine Vonner qui le fonde, mais c'est un véritable endroit pour tous les citoyens. Mais si je comprends aujourd'hui ce qu'ils vivent très profondément dans leur chair à cette date, c'est parce que je suis encore et toujours soignante, qu'en tant que psychiatre, demain, alors que c'était ma seule promesse, quand j'ai fait campagne pour être élue, ma promesse était de ne pas être hors sol, comme beaucoup d'hommes et de femmes politiques, et c'était de rester en contact avec mon métier, les patients, ma passion, et demain, la psychiatre que je suis n'aura plus le droit d'exercer son métier, n'aura plus le droit d'accompagner, encore une fois, comme tous ces soignants, quels qu'ils soient. On pourrait citer les opticiens, les ophtalmos, les podologues, les psychologues, les aides-soignants, les aides médico-psychologiques, les médecins généralistes, les médecins de toutes les spécialités, tous ceux qui ont choisi de faire différemment et de ne pas obéir à cette administration. Parce qu'aujourd'hui, c'est une administration qui dicte la loi aux professionnels de santé. C'est du jamais vu. Donc demain, je ne pourrai pas prendre le chemin de l'association à qui je consacre 5 heures par semaine et je ne pourrai plus accompagner les personnes polyhandicapées, plurihandicapées et adultes autistes que j'accompagne maintenant depuis 4 ans. Mais je serai aux côtés des soignants et des pompiers qui seront en train de manifester à 14 heures devant la préfecture. Trop de vies se sont terminées, en tout cas beaucoup trop précocement, alors qu'on le sait aujourd'hui. Il y a des pays qui traitent avec l'ivermectine, il y a des pays qui distribuent totalement gratuitement des plaquettes avec de l'ivermectine, avec du zinc, avec la vitamine C, avec la vitamine D. Ce sont des pays qui respectent leur peuple. On a ici des questions des journalistes qui sont en visioconférence avec nous. Je vais vous les poser. Alors, la première de Madame Amaldi pour Vision TV.
Est-ce que M. Macron représente un danger pour la démocratie française? M. Macron a annulé les droits fondamentaux en exploitant l'état d'urgence sanitaire. Existe-t-il en effet un danger en France de tomber dans une dictature? Considérez-vous que M. Macron est un vrai dictateur à même de changer l'ordre démocratique et institutionnel de la France? Je vais déjà répondre à toutes ces questions. En tout cas, merci. Merci pour ces questions. Monsieur Macron a un gouvernement. Monsieur Macron a été élu en 2017 selon, j'allais dire, les modalités électives. Donc Monsieur Macron, aujourd'hui, est légitime, pour le moment, de continuer à être le président des Français. L'exécutif, par contre, qui a été choisi par le président, qui est le gouvernement de M. Castex, qui ridiculise tant qu'il peut les parlementaires quand il a des questions qui dérangent, que je lui pose, puisque très clairement je suis à peu près la seule parlementaire qui défend toutes les libertés. Ce gouvernement, j'avais proposé qu'une motion de censure de ce gouvernement pour pouvoir mettre un frein à cette dérive liberticide. Et cette motion de censure aurait permis de reposer les choses et aurait peut-être fait prendre conscience au président que décidément il continuait sur un très 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 mauvais chemin. Et cette motion de censure n'a pas été soutenue par mes collègues parlementaires, pourtant il n'en fallait pas beaucoup. Et donc oui, en tout cas, je juge que ce que ce gouvernement fait subir à son peuple ne ressemble en rien à une démocratie, ne ressemble en rien à un pays où les citoyens peuvent encore décider, où les citoyens peuvent encore s'exprimer, où les citoyens peuvent encore simplement vivre de leur profession, où les citoyens peuvent décider si oui ou non ils accepteraient cette injection. Et quand on voit aujourd'hui l'impact du pass sanitaire, qui est cet outil ô combien stigmatisant, un chiffre, ici, en Alsace, le tourisme a plongé de 40%, les chiffres d'affaires des restaurateurs, pour certains, de 70%. Donc certes, il y a eu des aides, mais ces aides sont totalement insuffisantes. Donc ce n'est pas de cette façon-là. Je ne réponds pas directement à la question. Je ne jugerai pas le président de la République. Je pense que ce sont les Français qui doivent le juger. Et ce sont les Français qui sauront le juger en 2022.